Le cerveau humain est un réseau d'environ 100 milliards de neurones. Différentes expériences créent différentes connexions neuronales qui suscitent des émotions différentes. En fonction des neurones stimulés, certaines connexions deviennent plus fortes et plus efficaces, tandis que d'autres peuvent devenir plus faibles. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Quelqu'un qui s'entraîne à être musicien permettra de créer des connexions neuronales plus fortes qui développeront les deux hémisphères du cerveau afin d'être plus créatif musicalement. Pratiquement n'importe quelle sorte de talent ou de compétences peuvent être créées grâce à l'entraînement. Rudiger Gam, qui était un étudiant sans espoir de son propre aveu, échouait en mathématiques fondamentales et a commencé à entraîner ses capacités. Il est devenu un célèbre calculateur humain, capable d'effectuer des mathématiques extrêmement complexes. Rationalité et résilience émotionnelle fonctionnent de la même manière. Voici des connexions neuronales qui peuvent être renforcées. Peu importe ce que vous faites et à n'importe quel moment, vous modifiez votre cerveau pour devenir meilleur à cela. Puisqu'il s'agit d'un mécanisme fondamental du cerveau, en être conscient peut grandement enrichir votre expérience de la vie. Des neurones spécifiques et des neurotransmetteurs comme la noradrénaline déclenchent un état défensif quand nous sentons que nos pensées doivent être protégées contre l'influence des autres. Si nous sommes alors confrontés à des divergences d'opinion, des produits chimiques qui sont libérés dans le cerveau sont les mêmes que ceux qui essayent d'assurer notre survie lors des situations dangereuses. Dans cet état défensif, la partie la plus primitive du cerveau interfère avec la pensée rationnelle et le système limbique peut mettre KO la plupart de notre mémoire de travail, provoquant physiquement une étroitesse d'esprit. Nous le voyons dans les politiques de la peur, dans la stratégie des joueurs de poker, ou tout simplement quand quelqu'un est têtu dans une discussion. Peu importe la valeur d'une idée, le cerveau a du mal à la traiter lorsqu'il est dans un tel état. Au niveau neuronal, il réagit comme si nous étions menacés, même si cette menace provient d'opinions inoffensives ou de faits que vous pourriez d'ailleurs trouver utiles et accepter rationnellement. Mais lorsque nous nous exprimons et que nos points de vue sont appréciés, ces substances chimiques de défense baissent dans le cerveau et la neurotransmission de dopamine active les neurones de la récompense en nous faisant sentir plus puissants et en augmentant notre estime de soi. Nos croyances ont un impact profond sur la chimie de notre corps. C'est pourquoi les placebos peuvent être si efficaces. L'estime de soi ou la confiance en soi est étroitement liée à un neurotransmetteur appelé sérotonine. Lorsque l'absence de celui-ci prend des proportions graves, il aboutit souvent à la dépression, au comportement autodestructeur ou même au suicide. La preuve sociale augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine dans le cerveau et nous permet de lâcher les fixations émotionnelles et devenir conscient de nous-mêmes plus facilement. La psychologie sociale regarde souvent les besoins humains fondamentaux pour s'adapter, et cela s'appelle l'influence sociale normative, quand nous avons construit notre boussole morale et éthique qui est presque entièrement forgée sur notre environnement. Ainsi, nos actions sont souvent le résultat de la validation que nous recevons de la société. Mais de nouveaux développements en neurosciences nous donnent une meilleure compréhension de la culture et de l'identité. La recherche neurologique récente a confirmé l'existence de neurones miroirs empathiques. Quand nous éprouvons une émotion ou effectuons une action, des neurones spécifiques s'activent. Mais quand on observe quelqu'un d'autre en train d'exécuter cette action, ou quand on l'imagine, bon nombre des mêmes neurones seront déclenchés à nouveau, comme si nous étions en train d'exécuter l'action nous-mêmes.
Ces neurones d'empathie nous retiennent à d'autres personnes, ce qui nous permet de ressentir ce que d'autres ressentent. Et puisque ces mêmes neurones répondent à notre imagination, nous pouvons éprouver des réactions émotionnelles, comme si elles venaient de quelqu'un d'autre. Ce système est ce qui permet l'autoréflexion. Le neurone miroir ne connaît pas la différence entre lui et les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement tributaires de la preuve sociale et pourquoi nous voulons nous conformer. Nous sommes dans une dualité constante entre la façon dont nous nous voyons et comment les autres nous voient. Cela peut entraîner la confusion en ce qui concerne l'identité et l'estime de soi. Les scanners du cerveau montrent que nous faisons l'expérience de ces émotions négatives avant même que nous soyons conscients d'eux. Mais quand on est conscient de soi, on peut modifier les émotions mal placées. Parce que nous contrôlons les pensées qui les causent, c'est une conséquence chimique neurale de la manière dont les souvenirs deviennent instables lorsqu'ils sont récupérés et comment ils sont restaurés par le biais de la synthèse des protéines. L'auto-observation modifie profondément la façon dont notre cerveau fonctionne. Il active les régions autorégulatrices du néocortex qui nous donnent une quantité incroyable de contrôle sur nos sentiments. Chaque fois que nous le faisons, notre rationalité et notre résilience émotionnelle sont renforcées. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, la plupart de nos pensées et nos actions sont impulsives, et l'idée que nous réagissons au hasard et que nous ne faisons pas des choix conscients est instinctivement frustrant. Le cerveau résout cela en créant des explications pour notre comportement, en les réécrivant physiquement dans nos souvenirs, par le biais de la reconsolidation de la mémoire, en nous faisant croire que nous étions dans le contrôle de nos actions. Il est également appelé rétro-rationalisation, et il peut laisser la plupart de nos émotions négatives non résolues et prêtes à être déclenchées à tout moment. Elles deviennent un combustible permanent à notre confusion tant que notre cerveau essaiera de justifier pourquoi on s'est comporté de manière irrationnelle. Tout ce comportement subconscient, complexe et presque schizophrène est le résultat d'un système parallèle distribué largement dans notre cerveau. Il n'y a pas de centre spécifique de la conscience. L'apparence d'une unité est trompeuse, car chacun de ces circuits séparés sont activés et s'expriment à un moment donné dans le temps. Nos expériences changent constamment nos connexions neuronales, physiquement, altérant le système parallèle qui est notre conscience. Des modifications directes de celui-ci peuvent avoir des conséquences surréalistes qui remettent en question quoi et où est réellement la conscience. Si votre hémisphère cérébral gauche devait être déconnecté du droit, comme c'est le cas chez les patients split brain, vous seriez normalement toujours en mesure de parler et de penser de l'hémisphère gauche, alors que votre hémisphère droit aurait des capacités cognitives très limitées. Votre cerveau gauche n'aura pas besoin de la partie droite, même si cela modifie profondément votre perception. Une conséquence de ceci est que vous pouvez décrire plus de la moitié du visage de quelqu'un, mais vous ne le mentionnerez jamais, vous ne le verrez jamais comme un problème, et vous ne vous rendrez même pas compte que quelque chose a changé, puisque cela affecte plus que votre perception du monde réel et s'applique également à vos images mentales. Ce n'est pas seulement un problème sensoriel, mais un changement fondamental dans votre conscience.